Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en présence de mon invitée Laurence Dubory, hypnothérapeute et praticienne en thérapie brève, fondatrice de Perceptio-Thérapie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet stress et douleurs chroniques, comment accompagner les souffrants. Bonjour Laurence Dubory. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la douleur chronique et comment elle se distingue de la douleur aiguë? Alors, juste rapidement, stress et douleur, ce sont des expressions de la souffrance du corps qui prennent plus ou moins je dirais, de dimension psychologique, évidemment, mais c'est d'abord une souffrance importante. Euh, c'est aussi, et ça peut être l'expérience pour les personnes d'une ouverture à soi. Et ça, je le souligne vraiment en préliminaire parce que c'est vraiment la philosophie de l'action en matière thérapeutique. En tout cas, c'est la mienne et je pense que c'est la celle de pas mal de mes confrères. Donc, on va vraiment ouvrir ce que je dirais la voie du sentir chez les personnes. Alors, douleur aiguë, douleur chronique. La douleur, c'est d'abord un signal d'alerte. C'est une information qui est hyper importante. D'ailleurs, quand elle est aiguë, elle est à prendre en charge absolument parce qu'elle est le signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a une lésion, une plaie ou en tout cas un dysfonctionnement important du corps, donc il faut la prendre en charge, c'est la douleur aiguë. Il faut savoir que l'hypnose, par exemple, peut prendre en charge la douleur aiguë. Hein, il y a l'hypnoanalgésie, c'est utilisé pas trop en France, mais dans nombre de pays étrangers, l'hypnoanalgésie, elle est donc on enlève la trace douloureuse, on ressent la sensation, mais plus la douleur. Eh bien, elle est utile et puis elle peut être utilisée lors de la douleur aiguë. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Et justement, la douleur aiguë, elle est importante parce que bien la voie médicale va s'imposer. Hein. Si on se fait une entorse, avant de travailler sur la douleur, on va d'abord poser un diagnostic et peut-être faire une imagerie médicale pour poser un diagnostic. Donc, douleur aiguë, c'est un signal d'alerte. Et en général, la douleur est une information. Il y a aussi bien des liens entre la douleur, je dirais la douleur aiguë et la douleur chronique, dans le sens où elles peuvent être présentes alors qu'il n'y a pas de lésion, je le disais, ou pas de plaie. Euh, et la douleur chronique, quand elle se chronicise, c'est-à-dire qu'elle dure, soit elle est persistante sur 3 mois, soit elle revient régulièrement, cette douleur, depuis 3 mois, eh bien, on dit que c'est une douleur chronique. C'est aussi une douleur pour laquelle souvent le corps médical qui a fait des recherches, et d'ailleurs moi en tant qu'hypnothérapeute et praticienne en thérapie brève, je demande à ce que les gens aient déjà un parcours, au moins un rendez-vous médical qui soit posé, eh bien, il n'y a pas, je dirais, d'historique, ou s'il y en a un, en tout cas, d'historique très récent qui explique pourquoi la douleur s'est chronicisée. Donc, c'est d'ailleurs les neurosciences euh, parlent vraiment dans le cadre de la douleur chronique, que c'est vraiment, il faut aller à la limite chercher dans l'historique du patient ou du client. Moi, j'ai des consultants et des clients pour savoir réellement ce qui s'est passé, pourquoi il y a cette chronicisation qui se fait. Et effectivement, la douleur, quelle qu'elle soit, c'est pas une expérience isolée. Il y a tout un contexte, et encore plus dans la douleur chronique. Il y a tout un contexte. Donc la douleur chronique, elle a bien souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que l'hypnose et les thérapies brèves sont importantes, mais on le verra, c'est qu'elle a une dimension aussi émotionnelle. Elle peut aussi avoir une dimension affective. En tout cas, émotionnelle, ça c'est sûr, psychologique, qui fait que ces thérapies sont intéressantes dans ce cadre-là. Donc,
la douleur chronique, c'est pas une expérience de la douleur qui est isolée en tant que telle. Ça touche bien souvent plusieurs domaines de vie. Et d'ailleurs, la douleur impacte tous les domaines de la vie, puisque on finit par vivre, le consultant finit par vivre en fonction de sa douleur. Donc il y a un contexte vraiment émotionnel à prendre en compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois même les médecins eh bien, orientent vers bien des psychologues, des psychiatres ou des hypnothérapeutes pour vraiment pouvoir explorer cette piste-là. Autre chose qui peut être intéressant quand il y a douleur chronique, eh bien, la personne a bien souvent aussi des peurs anticipatoires de la douleur. On a peur parce que le corps a une mémoire. Dans le cas de la douleur chronique, c'est la mémoire du corps et c'est le corps qui s'exprime. C'est le corps qui exprime une souffrance. Et le corps a une mémoire. Et il peut se passer ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire qu'on a peur de bouger. Et moins on bouge, plus on va ankyloser le corps. Et du coup, il va arriver un phénomène d'évitement de la douleur et du fait justement de cette mémoire de la douleur. Donc ça va être aussi important de travailler dessus avec le consultant, vraiment pour amener de la relaxation et pour amener aussi progressivement de l'autogestion de la douleur, hein. L'hypnose et les thérapies brèves ont vocation à, entre guillemets, reprogrammer la personne. Ce sont des thérapies à médiation corporelle, donc en ramenant la personne au corps, à ses sensations, hein. Quand je parle du corps, c'est le corps émotionnel et le corps sensoriel. Les sensations, c'est les sensations corporelles. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là, les sensations corporelles et émotionnelles. Donc, c'est sur ces dimensions-là que l'on va travailler principalement au départ. Donc, il va falloir que la personne se remette en mouvement et souvent, d'ailleurs, on insiste en début je dirais, d'entretien, de se dire que, voilà, quel va être le plus petit pas, quand est-ce que la personne va se rendre compte qu'effectivement, elle va dépasser cette sorte d'immobilisme finalement dans sa vie, parce que souvent il y a plein de choses qu'elle ne fait plus. Elle a bien souvent d'ailleurs réorganisé sa vie en fonction de la douleur. Donc on va aussi travailler sur cette dimension, hein, qui est la kinésiophobie. Et puis, donc je vous disais, la douleur chronique, hein, c'est au-delà de 3 mois. Et bien souvent, les personnes ont une incapacité, et je le disais aussi, incapacité fonctionnelle. C'est-à-dire que ils savent plus ce qu'ils peuvent faire, ne plus faire. Donc il y a aussi une angoisse, une anxiété qui se met en place. Donc on va falloir travailler aussi sur ces peurs-là, cette anxiété. On voit que vraiment la douleur amène enfin, d'autres troubles collatéraux qui sont par ailleurs, qui peuvent être reconnus en tant que tels, hein, la peur, l'anxiété, euh, le stress, hein, on va en parler après, voilà. Tout ça est quand même lié à la douleur. Et la douleur, c'est important de s'y pencher parce que ça va, d'après l'OMS, ça va toucher 20% de la population mondiale à un moment donné de notre vie. 20% d'entre nous vont être concernés par ça. Donc, c'est aussi c'est un dérèglement vraiment de notre système d'alarme aussi, cette douleur chronique. Alors que la douleur, eh bien, c'est une information importante dans le cas de la douleur aiguë. Dans le cas de la douleur chronique, elle devient inutile. Moi, j'ai pas peur du mot, d'ailleurs, on le dit. Elle devient inutile parce que sa valeur d'information est complètement réduite à néant. Voilà. Donc, c'est la confusion totale. Euh, et la douleur chronique, donc, c'est vraiment, elle concerne l'être tout entier dans sa vie affective, je dirais même dans son identité, dans son rapport au monde. D'ailleurs, je le disais, la personne, souvent, elle a réorganisé sa vie en fonction de la douleur et elle est
elle est complètement dépendante de ce ressenti-là de douleur. Parfois même, on va être amené à l'explorer, les bénéfices secondaires à rester dans un petit état douloureux parce qu'il y a eu cette réorganisation. Donc on voit que c'est quand même une prise en charge assez complète. Ça va dépendre évidemment des gens. Et puis, la douleur chronique, vraiment une résonance donc avec l'histoire du patient, parce que il va y avoir, eh bien, certainement même une mémoire de la douleur passée, mais aussi il y a les résurgences dans le présent qui, je le disais, font obstacle à beaucoup d'activités dans le présent, et puis qui immobilisent aussi la projection dans le futur. Ça va être vraiment compliqué pour la personne de se projeter dans le futur. Donc on est vraiment, on va le voir par les thérapies, ça va être important de partir peut-être vers les facteurs d'origine de cette chronicisation. Et puis aussi travailler sur le facteur d'entretien, les facteurs d'aggravation, parce que tout ce qui est émotionnel, sensoriel, va aggraver l'intensité et le ressenti de la douleur. Vous mentionnez dans votre pratique l'hypnose, le MDR, le FT. Comment ces techniques peuvent-elles aider à soulager la douleur chronique? Alors la douleur, contrairement au stress, on le verra, la douleur est modulable dans son intensité, dans ses caractéristiques, dans sa forme. Elle peut même aussi se déplacer. Moi, j'ai eu des consultants qui avaient mal au bout de l'orteil, ensuite qui avaient mal dans la cuisse. Voilà, même des gens qui passaient de troubles psychosomatiques à douleur dans le dos. Donc on voit que la douleur est modulable et elle est évaluable. On va même pouvoir la mesurer. Et d'ailleurs, on va le faire. Euh, les thérapies, en fait, elles agissent sur la sensation douloureuse, mais aussi, et ça va être important de le faire, sur le stress qui est occasionné par la douleur, parce que la personne, elle le stress, elle va se dire, elle anticipe la douleur, donc elle va stresser et elle va avoir des peurs et une anxiété qui va parfois prendre une forme très particulière, qu'on appelle les peurs anticipatoires, presque des peurs phobiques. Donc là, il va y avoir un travail davantage sur le stress et les peurs phobiques, davantage de sécurisation, de réassurance. On va travailler aussi sur l'estime et la confiance en soi, parce que quand on a du mal à lutter contre la douleur, on perd aussi beaucoup de confiance en soi. Euh, et ça va être important, et ça c'est vraiment, je comprends que les gens soient très réticents à le faire, à accueillir la douleur. Parce qu'on ne peut, et d'ailleurs quand on les fait évaluer, mesurer la douleur, il faut l'accueillir. Et parfois même, sous hypnose, on va là, parce que quand les gens arrivent et qu'ils ont pris un petit analgésique ou qui ne sont pas forcément douloureux au moment où ils viennent dans le cabinet, il va falloir recontacter. C'est pas très sympa, mais dans la démarche, mais ça va être important de recontacter, de réintensifier cette douleur pour la réinterroger, soit dans son origine, soit dans les facteurs d'entretien et d'aggravation. Donc, il va être vraiment essentiel de recontacter cette douleur et par des techniques différentes. Alors, quand la douleur est un petit peu, ou quand elle va être aiguë, ou quand on va avoir un soin douloureux comme chez le dentiste ou un pansement, des choses comme ça, on va distraire de la douleur. On va distraire l'attention, on va justement ne pas recontacter la douleur. On va justement se distraire d'air. On va faire en sorte que la personne soit distraite. En revanche, quand la personne arrive et qu'elle n'est pas douloureuse, on va justement essayer de recontacter, dialoguer même avec la douleur, ça sous hypnose. Euh, donc on va dialoguer avec cette douleur. On va aussi travailler sur la respiration, parce que la respiration en sophrologie dynamique, alors moi je ne suis pas sophrologue, mais j'utilise des protocoles en sophrologie dynamique auxquels j'ai été formée pour justement, parce que la respiration est un analgésique
puissants et des exercices que je demande donc au consultant de refaire régulièrement chez lui, voire aussi à la demande, pour qu'il s'autonomise. Il va y avoir aussi des approches donc d'autres approches de médiation corporelle, comme l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle qui est utile pour la douleur. Et d'ailleurs, c'est un tapotement, hein, l'EFT, de méridien énergétique. Et la personne, quand elle a cette petite routine, va pouvoir refaire chez elle. Et parfois, j'accompagne les clients, les consultants qui me recontactent en ligne par Skype ou Zoom pour qu'on refasse la petite routine au besoin pour que justement ils puissent s'autonomiser par rapport à ça. Et puis, il va y avoir aussi un petit peu de MDR, des ancrages aussi, des activations d'ancrage. On va déplacer la douleur et on va poser un ancrage. Voilà, tout un ensemble de thérapies qui utilisent l'hypnose, l'EFT, la programmation neurolinguistique qui permet par à la fois le langage et aussi par, je dirais, des ancrages particuliers à médiation corporelle. Ils vont pouvoir justement apprendre à la personne à accueillir sa douleur, c'est fondamental, et ensuite pouvoir la moduler. Quels sont les liens entre le stress et la douleur chronique et comment le stress peut-il aggraver la douleur? Stress et douleur vont ensemble. Alors, soit le stress a été le préalable, et ensuite, bon, on le voit avec les troubles musculo-squelettiques, hein, qui sont connus en entreprise, mais pas que. Il y a des gens, par exemple, qui vivent avec des discopathies pendant des années. Ils ont un stress au boulot ou un stress familial ou un stress personnel et ils récupèrent un mal au dos, ils développent un mal au dos terrible. Donc le stress peut être un préalable, mais il y a un stress aussi lié à la douleur, je l'ai évoqué, c'est un stress lié à tout ce que la douleur peut amener comme changement dans la vie, puisqu'on vit en fonction de la douleur. Et puis, il y a un stress aussi par rapport au relationnel, parce que le stress s'impose aux proches, aux différents environnements. Ça peut aussi amener à arrêter des activités. Et puis, il peut y avoir aussi un contexte. Un contexte, une personne qui, par exemple, se blesse, mais qu'elle sait qu'elle va être, que ça, par exemple, son problème de santé va être résorbable, ça va être différent qu'une personne qui va perdre de l'autonomie durablement. Donc il y a aussi tout un contexte à prendre en compte et qui va aussi être très important parce qu'il peut intensifier le stress et donc intensifier la douleur. C'est vraiment les deux vraiment s'alimentent et ça va être très important avec l'hypnose et les thérapies brèves de travailler sur le contexte. Le contexte à la fois du stress et de la douleur et où en fait, l'un des deux. Donc, les deux sont vraiment complètement liés. Et puis, il va falloir aussi différencier. Je vais peut-être être amenée parfois à différencier la prise en charge du stress et la prise en charge de la douleur. Soit on le fait dans la même séance, soit on va pouvoir faire une séance sur le stress, ensuite une séance sur la douleur, puisque surtout quand il y a vraiment cette alimentation de l'un et de l'autre, on va être amené à travailler, voilà, soit successivement, soit alternativement, l'un et l'autre. Vous parlez de l'importance d'écouter son corps. Alors, quels sont les signaux que nous devons apprendre à reconnaître? Au niveau de la douleur, c'est apprendre quand on est douloureux, euh, ça va être important d'accueillir cette douleur. Alors je sais que c'est compliqué, mais plus on en a peur et plus elle va s'intensifier. Ça va être important aussi de voir quel est son contexte, j'en parlais. Et donc écouter son corps est important parce que plus on va se mettre
plus on va se couper de son corps, ce qui est le cas des gens qui sont en douleur chronique, en stress chronique et dans un état de dépression ou d'état dépressif, ils ont tendance à se couper de leur corps parce qu'ils ont peur de l'effondrement. Ils se disent, mais si j'accueille ce qui m'arrive, si j'accueille, je vais m'effondrer. C'est pour ça que le travail sur les peurs et l'anxiété, voilà, le travail est très important parce que il faut vraiment qu'ils puissent écouter leur corps. Et quand effectivement ils acceptent d'écouter leur corps, souvent ils consultent, ils consultent. Et puis, alors les médicaments sont très bien, mais le médicament, il enlève, je disais que la douleur est une information, et le médicament enlève l'analgésique, enlève la trace de cette information. La douleur n'est plus informative elle est complètement euh, éradiquée. Alors, je ne dis pas aux gens ne prenez plus d'analgésique, mais en tout cas, vous décidez d'écouter votre corps, consultez et le thérapeute est là pour vraiment vous accompagner dans ce travail-là. Comment justement accompagnez-vous les personnes qui souffrent de troubles psychosomatiques? Mhm. Alors les troubles psychosomatiques, comme la douleur, comme le stress, impactent le corps. C'est une souffrance, et là c'est encore plus flagrant, c'est une souffrance émotionnelle, psychologique, euh, parfois peut-être même psychique, qui a un terrain d'expression corporel, sensoriel. Euh, et le corps est vraiment le terrain d'expression. Et là, il va y avoir plus que jamais l'approche intégrative de l'hypnose et des thérapies brèves est utile, d'ailleurs comme le burn-out, hein, même chose, parce que on va vraiment travailler à la fois sur le ressenti, hein, sur les pensées et les comportements. La prise en charge, elle est globale, c'est-à-dire que dans le trouble psychosomatique, c'est le corps émotionnel, le corps physique et le corps mental qui sont plus en phase du tout. C'est pas ésotérique ce que je dis, hein. C'est vraiment, ils sont plus du tout alignés. Quand je disais que les gens qui sont en douleur ou qui sont on est dans un état de dépression, souvent sont coupés de leur corps, vraiment, il y a la tête et il y a le reste. Euh, il va falloir réaccrocher tout ça et mettre en place un dialogue conscient, subconscient, inconscient. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec l'hypnose et les thérapies brèves, et c'est encore plus flagrant avec l'hypnose, eh bien, on va, par le subconscient, contacter toutes les sensations et émotions. Et le subconscient, ce sont vraiment toutes les émotions, la mémoire permanente, les habitudes, les comportements. Et c'est tout ça qu'il va falloir aller contacter pour ensuite que tout ce qui est dans l'inconscient, toutes les fonctions automatisées du corps, eh bien, puissent être mises, je dirais, bien réalignées et puissent être traitées en allant vraiment dans le subconscient. J'avais expliqué lors de l'émission au niveau de l'hypnose qu'il y avait vraiment le conscient, le subconscient, l'inconscient. L'inconscient étant les fonctions automatisées du corps, fonctions cardiaques, respiratoires, le système nerveux autonome. Euh, le subconscient, je l'ai dit, émotion, mémoire permanente, comportement, il va falloir vraiment que tous les ressentis, les pensées puissent générer des comportements qui soient en adéquation avec les besoins de l'individu. Lever tous ces blocages, lever les peurs, lever, voilà. Euh, et ça va être important on va s'intéresser en fait aux symptômes, on va s'intéresser aussi à l'origine éventuellement, hein, enfin, sur les troubles psychosomatiques, bien souvent, parce que sur l'approche, il va y avoir souvent une approche systémique, surtout avec les enfants et les jeunes gens. Il y a souvent une approche systémique, donc les interactions que l'on entretient avec son environnement peuvent être ressenties comme pathogènes ou toxiques, je dis bien ressenties. Et puis, on va aussi
aider la personne, on va l'accompagner à aller chercher des ressources en elle pour justement dépasser ces troubles psychosomatiques. Vous préconisez un parcours donc thérapeutique en 5 séances pour la douleur chronique. Mhm. Pourquoi cette durée et cette fréquence? Alors, 5 séances, c'était une moyenne que je m'étais donnée, mais c'est vrai que c'est vraiment indicatif. Et tout ce qui est hypnose et thérapie brève, ce sont certes des thérapies brèves qui sont individualisées. Euh, et on est dans je dirais, dans une approche de réapprentissage, je disais de reprogrammation. Ce qui est sûr, c'est que 5 séances, c'est surtout, il faut que ce soit suivi. Je dirais que la fréquence assez courte, une semaine à chaque fois, est importante parce que justement, la personne, dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique, je lui demande d'être vraiment très engagée tous les jours dans la respiration, dans l'auto-hypnose, parce que les personnes vont avoir régulièrement des audios d'auto-hypnose à écouter, vont être amenés à faire de la cohérence cardiaque, vont être amenés à faire de la respiration abdominale, de la sophrologie dynamique. Donc il y a un réapprentissage et c'est important que je puisse m'assurer, d'une part, que la personne est vraiment engagée dans le process. Deux, je l'ai dit, il va y avoir peut-être un travail sur les peurs, sur le stress. Donc c'est important aussi de les prendre en charge, même si c'est alternativement, mais de façon assez rapprochée pour voir des résultats et que la personne, petit à petit, d'ailleurs on se réinterroge à chaque séance, savoir ce que la personne peut refaire. Le plus petit pas est important. Qu'est-ce que vous pouvez refaire? Remonter l'escalier, 2 marches, 3 marches, 10 marches. Vous allez chercher le pain, vous allez, voilà, toutes ces petites choses qui font que ça va être important. Peut-être reprendre des activités que la personne faisait. C'est le plus petit pas qui compte. Et là, on va vraiment travailler à la fois sur l'intensité et la complexité vraiment de la douleur chronique, parce que c'est souvent voilà, quelque chose d'assez complexe, assez intriqué en fait, les éléments les uns avec les autres. Quelles sont les limites de ces thérapies et dans quel cas ne sont-elles pas recommandées? Alors, il y a 2 types de douleurs, en fait, on le disait, et même au niveau de la douleur chronique, il y a des douleurs chroniques qui se chronicisent après un parcours médical très, très particulier. La personne a par exemple une scoliose, ou la personne a été opérée du dos. Donc, il y a eu une douleur aiguë pendant un moment, et puis je parlais de mémoire du corps, et la douleur s'est chronicisée. Donc, là-dessus, parfois on travaille davantage au départ sur le lâcher-prise, sur le stress, sur l'anxiété, sur aussi peut-être d'éventuels bénéfices secondaires, hein, parce que ça fait longtemps que la personne elle est douloureuse, donc oui, voilà, faut envisager le changement, c'est pas évident. Donc il y a vraiment la douleur chronique après un parcours médical et puis la douleur chronique qui part j'allais dire de rien, mais c'est vrai, les médecins ne savent pas pourquoi la personne est douloureuse. Donc il y a vraiment ces 2 types de consultants-là. Et je dirais que la limite, c'est le non-engagement de la personne, parce que vraiment, j'insiste, il faut que la personne soit très engagée. Euh, donc elle y adhère. Et puis, quand surviennent, par exemple, d'autres problèmes médicaux, ou des problématiques collatérales qui vont demander à un moment donné peut-être une prise en charge médicamenteuse, médicale, et du coup, on peut être amené à faire une pause dans le parcours de prise en charge en hypno parce que la personne, elle est sur autre chose. Par exemple, mal au dos et ensuite surviennent des grosses migraines. Quelqu'un qui est sous un traitement anti-migraine, ça va être important de voir si le traitement médicamenteux fait effet
S'il fait effet, ben, il va le continuer, pas la peine de faire de l'hypnose, hein. Faut, à un moment donné, voilà, faut essayer de faire les choses en bonne intelligence. Et puis, ben, je le disais lors d'une autre émission, effectivement, toutes ces thérapies brèves ne sont pas forcément indiquées quand la personne a des désordres psychiques importants. Et là, c'est de l'ordre de la psychiatrie et non pas des thérapies alternatives. Mm. Poser également des soins énergétiques. En quoi consiste-t-il et comment complète-t-il les autres approches? Alors, les soins énergétiques sont constatés par la science, mais ne sont pas prouvés. Donc, quand les personnes accèdent ou souhaitent des soins énergétiques, c'est que ça correspond à leur système de croyance. Donc, je ne le propose pas systématiquement. Je le propose quand je sens que les gens, soit parce qu'on en a parlé, parce qu'effectivement, il y a toujours un entretien préliminaire et où les gens sont allés voir mon site, ils disent, tiens, vous faites des soins énergétiques. Bon, voilà. Donc du coup, je ne le propose pas forcément, mais quand ils le souhaitent et quand ça correspond à leur système de croyance, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que les soins énergétiques sont très utiles pour travailler soit sur une douleur particulière, il y a les points gâchettes notamment, hein, qui sont connus d'ailleurs par les ostéopathes et par les kinés. Les points gâchettes qui permettent justement, alors on peut les faire soit par, je dirais, pression du pouls, par acupression, hein, soit de façon à distance, hein, en travaillant sur le corps énergétique, le corps éthérique, on appelle. Donc il y a les points gâchettes, et puis il peut y avoir aussi de travailler sur tous les systèmes, système endocrinien, surtout s'il y a du stress, système nerveux autonome, ça systématiquement. Ça peut être le rachis, ça peut être le système osseux. On peut travailler de façon holistique. C'est le but de toute façon des thérapies énergétiques et des soins sur le corps éthérique, aussi sur certains chakras. Oui, ça donne des résultats. Quand la personne accueille, oui, il y a des résultats. Voilà. Et on travaille de façon beaucoup plus holistique, mais on peut être aussi précis avec les points gâchettes qui sont aussi très très précis et qui concernent plutôt le rachis. Comment les entreprises peuvent-elles intégrer ces approches pour améliorer la qualité de vie au travail de leurs employés? Ça serait important qu'il y ait des sensibilisations qui ne soient pas uniquement intellectuelles, c'est-à-dire on vous passe des slides et c'est sympa les slides, hein, mais faire l'expérience de ressentir son corps. Alors je sais que ça se fait maintenant, hein, quelques ateliers de temps en temps, c'est pas hyper fréquent. On peut faire des ateliers collectifs sur moi, ce que j'appelle la voie du sentir de Louis Sanza, c'est-à-dire on se reconnecte à son corps, à ce qu'on ressent, et pour en écouter les signes et ne pas en avoir peur. Et ça, on peut tout à fait, par des ateliers, se reconnecter au ressenti corporel, aux émotions, aux sensations corporelles. Et vous savez, quand les gens, à un moment donné, acceptent de se reconnecter, parce que la douleur, comme le stress chronique, on le verra, il y a une forme de résistance, hein. Donc, si les gens, le jour où les gens baissent la garde et acceptent d'accueillir, et je sais combien c'est difficile, hein, c'est important et d'ailleurs, je le souligne, c'est important que l'on croie les gens dans leur subjectivité, que ce soit du stress ou de la douleur. C'est important de les croire pour justement les reconnaître et que eux-mêmes fassent le pas de se reconnaître dans leur souffrance psychocorporelle. Et ça, l'entreprise pourrait permettre et peut permettre que les gens fassent l'expérience par des petits ateliers entre midi et deux, une demi-heure après la pause repas. On se reconnecte, on fait un peu de sophrologie dynamique, on fait un petit peu de relaxation, de l'hypnose accompagnée, guidée, justement, euh, ce qu'on appelle le scan corporel, pour faire un scan corporel. Et bien souvent, je vous assure, quand on fait un scan corporel et qu'on lâche un peu, les émotions et les sensations arrivent.
Un dernier conseil pour les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Accepter d'accueillir, je le disais, vraiment accepter d'accueillir. Ça peut paraître bête, accepter qu'elles sont en capacité d'aller mieux. C'est changer vraiment de paradigme de vie. Et puis aussi se dire que la douleur, ça peut être l'expression du corps, comme je disais, le terrain d'expression du corps, la douleur, aussi de problématiques peut-être anciennes, ou d'une mémoire enfouie, ou d'autres problématiques d'origines diverses et variées, qui font qu'à un moment donné, la personne est douloureuse. Et ça peut être long. J'ai parfois certains clients, certains consultants, faut attendre même au-delà de 5 séances, 6, 7, 8 séances pour que la personne se... Ah oui, ben, il y avait un gros problème relationnel avec un des parents, une absence totale de reconnaissance, la personne était complètement tendue. Voilà, ce sont des exemples, vraiment accueillir cette douleur. La douleur est modulable, elle est réversible, euh, et on peut très bien, progressivement, en s'engageant dedans, faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Il y a des solutions. Eh bien, merci Laurence Dubory. Rendez-vous pour une nouvelle émission au cours de laquelle nous évoquerons cette fois gérer le stress et retrouver son équilibre. Une émission à retrouver sur Conscience TV, mais également sur la chaîne YouTube de Laurence Dubory, dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. Merci, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.